Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Réalisation en urgence de la première phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches et l'attaque djihadiste enregistrée au petit matin de ce mercredi 14 septembre 2022 était au centre du Conseil des ministres de ce mercredi. À travers un communiqué en date du 6 septembre 2022, les autorités municipales invitent les personnes qui exposent les pneus d'occasion au bord des artères et des ruelles dans la ville de Cotonou à les retirer. Quelques citoyens se sont prononcés sur cette décision. À suivre dans cette édition, un reportage sur la coopération entre le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et la Banque africaine de développement à Madagascar. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres en date de ce mercredi 14 septembre 2022 a retenu plusieurs décisions dont la réalisation des travaux d'alimentation en énergie électrique au niveau de la route des pêches. Suivez un extrait des propos du secrétaire adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Liang-Ngweji, pour en savoir plus. Acquisition de 188 ambulances au profit du service d'assistance médicale d'urgence SAMU Bénin et des formations sanitaires. Dans le cadre des réformes engagées dans le secteur de la santé, en vue de garantir les performances du dispositif de référence et de contre-référence pour améliorer les prestations fournies aux populations, le gouvernement a prévu l'acquisition de 200 ambulances et le développement d'un mécanisme de transport sanitaire intégrant le SAMU Bénin. C'est dans cette logique que la présente commande pour l'acquisition de 188 ambulances est autorisée. Les actions à mener à cette fin se feront sous la responsabilité des ministères concernés et dans le respect des procédures en vigueur en la matière. Réalisation en urgence de la première phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. Ces travaux, inscrits au programme d'action du gouvernement, seront exécutés pour satisfaire les besoins en énergie électrique des complexes hôteliers, touristiques, sanitaires et sportifs prévus sur cette portion de route, ainsi que pour alimenter en électricité les populations environnantes. En cette première phase, ils impactent les localités de Fidjrosset et de Togbin et consistent en la construction d'un poste haute tension à Togbin et l'extension de celui construit à Fidjrosset par le programme Millennium Challenge Account Bénin 2. L'installation d'un câble souterrain de 400 mm² entre Fidjrosset et Togbin. Le porte-parole du gouvernement a également donné des explications sur l'attaque du poste de douane qui a eu lieu ce mercredi 14 septembre à 1h du matin à Malanville. Suivez. Il y a eu une action qui s'apparente à celle de délinquants armés qui, à l'aide d'une moto, ont essayé de s'en prendre à un poste de douane, où vous savez qu'il n'y a pas de protection particulière, comme s'il s'agissait d'un poste de commissariat ou d'une unité de l'armée. Les douanes sont préposées à la collecte des ressources, des taxes au cordon douanier, pour favoriser une meilleure mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, pour les actions de développement en un mot. Et chacun sait que les acteurs de la douane sont de plus en plus performants. Cela est-il en lien avec la situation que vous évoquez? Rien n'est moins sûr. Et dans tous les cas, à l'heure où nous parlons, considérez que oui, il y a eu un incident, mais aucune précision, aucune certitude sur la nature qui permettrait de la qualifier de terroriste. Et puis, vous voulez savoir ce que ferait le gouvernement. Même si l'événement n'est pas en lien avec le phénomène terroriste ou djihadiste, vous le savez déjà que depuis quelques années maintenant, le gouvernement du Bénin
est à l'offensive sur les questions de sécurité et de protection de notre territoire. Aussi bien la sécurité interne, qui a consisté à renforcer la police républicaine, issue de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale, à les équiper de plus en plus et à recruter aussi du personnel pour renforcer les effectifs. Cette proactivité du gouvernement montre combien il est conscient de la question sécuritaire et fait ses preuves sur le terrain puisque, d'évidence aujourd'hui, qu'il s'agisse de nos appréciations domestiques ou de celles d'observateurs étrangers, le Bénin est aujourd'hui remarqué pour la garantie de la sécurité des citoyens, des personnes et des biens de façon générale. Et puis de façon toute particulière, sur le front de la lutte contre le phénomène djihadiste, là également, vous savez que depuis au moins 2019, notre gouvernement a pris des mesures d'anticipation, de prévention, pour faire en sorte que ce phénomène ne s'étende pas jusqu'à nous. Mais on est réaliste pour observer que, à l'instar du Bénin, d'autres pays côtiers font l'objet de tentatives d'incursion de la part des acteurs de ce phénomène. Et que même dans ce cas, le gouvernement du Bénin a su apporter une réponse efficace au phénomène en s'occupant de déployer du personnel le long de nos frontières nord, d'est en ouest, en mobilisant davantage d'équipements et en faisant en sorte que chaque fois qu'il y a eu des tentatives, elles ont été repoussées. Plusieurs autres décisions ont été prises hier. Exposer des pneus aux abords des routes à Cotonou n'est plus possible. C'est une décision en date du 6 septembre 2022 prise par le maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo. Cette décision de l'autorité communale est plus ou moins saluée par les citoyens. Leurs appréciations dans cet élément signé Justicia Simbo, Jeannot Dopéon et Estelle Vituedo. Servant parfois de bouche-trou, de repères pour les carrefours ou d'indices marquant la présence d'un vulcanisateur, les pneus ne joueront plus ce rôle désormais dans la ville de Cotonou. C'est ce que stipule le communiqué du maire de la ville, Luc Atropo, en date du 6 septembre 2022. On aurait appris qu'il ne faudrait pas que des pneus soient dans la rue, un peu partout dans la ville, qu'il faut dégager. Mais ce communiqué, c'est une bonne communiqué, mais c'est parce qu'il y a des élections et on peut brûler les pneus tôt ou tard, qu'on est en train de décider de faire sortir les pneus de la ville. Et secondo, les pneus ne sont pas seulement pour les panneaux des vulgarisateurs, mais plutôt, ça marque un signe de danger circulatoire. Dans la rue, il y a des caniveaux à ciel ouvert et on met les pneus là, tout juste pour marquer que, attention, il y a un trou là, quelque part, les pneus sont en train de faire jouer un rôle, mais dégager tous les pneus, ça veut dire qu'ils ont des travaux à faire. Nous allons voir que l'approche des élections est déjà venue. Si les pneus sont au bord des rues, et ils vont commencer maintenant par brûler les pneus pour voir semer des scandales dans le pays. Donc l'État a vu sur la raison pour laquelle, il a dit préalablement d'enlever les pneus des voies et consorts. Nous savons tous que c'est pour rendre la ville propre que ça a été mis, mais nous allons manger. Nous avons une famille à nourrir. Comment les gens sauront qu'il y a un vulcanisateur dans cette voie, car les pneus permettent de les identifier. Déjà habitués à vivre avec les pneus, les usagers de la route font des suggestions aux maires et aux réparateurs des roues. La décision prise par l'État est bonne et nous pouvons la respecter. Mais il faut qu'on fasse un signe pour les vulcanisateurs. Comme ça, on pourra vite les reconnaître afin de réparer nos motos. Les autorités doivent revoir cette décision afin qu'elle puisse nous avantager. Si c'est ce qui doit se passer, alors je demanderai aux vulcanisateurs de faire des plaques pour s'identifier. Enlever les pneus des rues et faire quelque chose pour qu'on puisse détecter rapidement un vulcanisateur, mais juste enlever les pneus. Mais si le maire pouvait prendre une autre décision qui pourra permettre aux vulcanisateurs de faire quelque chose de bien. La ville sera désengorgée de pneus et la population est invitée au respect de cette décision.
Le processus d'installation des membres du conseil de supervision en cours dans les 77 communes du Bénin ne souffre d'aucun manque de respect des textes en vigueur dans notre pays. C'est ce qu'on retient des propos des responsables du bloc républicain et du parti Foscori pour un Bénin émergent. Plus de précisions avec Sir Tossa et Prudence Kousouan. Conformément aux dispositions de la loi, partout où il y a une majorité qui se dégage, c'est cette majorité qui met en place tous les organes de gouvernance de la commune. Voilà qui est clair. Au sein des partis politiques, pas d'ambiguïté dans le processus d'installation des membres du conseil de supervision des communes. À l'instar des autres formations politiques, le parti FCBE avait été saisi par le ministre et dans le but de lui proposer les responsables devant siéger au niveau de cette supervision, c'est-à-dire de ce conseil de supervision au niveau de la commune. Donc, cela va sans dire que c'est une désignation au niveau des différentes communes où nous sommes majoritaires et où également les autres sont majoritaires. Là, c'est sans ambiguïté. Nous n'avons plus de problème avec la loi. Dans une commune où FCBE est majoritaire, tous les organes, à savoir le bureau du conseil communal, les chefs d'arrondissement, les présidents des commissions permanentes, qui se sont ajoutés par le passé, on ne faisait pas tellement attention à ça, c'est les partis majoritaires qui, normalement, meublent toutes les fonctions de gouvernance dans la commune où ils sont majoritaires. Mais il peut arriver que, de par leur effectif, quand ils ont meublé les organes les plus importants jusqu'à un certain niveau, ils soient en déficit d'effectif. À partir de cet instant, rien n'empêche qu'il y ait des négociations. Au dit des responsables du parti Bloc républicain et de la Foscori pour un Bénin émergent, la méthodologie est la même utilisée partout. Pour ce qui est du cas d'Abomey Calavi, les responsables du parti donnent des précisions. Je ne crois pas que les conseillers BR de Calavi ont contesté, disons, la désignation des conseillers municipaux. Ils en sont conscients, ils ont reçu l'information dans ce sens-là. Ils savent que c'est le parti majoritaire qui doit confier les responsabilités au niveau de tous les organes. Calavi, je peux vous dire que nos conseillers ont manqué d'informations. Peut-être à un moment donné, ils ne sont pas revenus à la base pour savoir le comportement à adopter dans la salle. Il y a une communication qui a manqué entre eux et la hiérarchie. Parce que nous ne sommes pas majoritaires. Et puisque nous ne sommes pas majoritaires, nous sommes intéressés aucunement à la commune d'Abomey Calavi. La polémique autour de l'interprétation des différents tests est sans fondement, selon ces responsables du bloc républicain et du parti Foscori pour un Bénin émergent. Cette édition se poursuit. Au thème de nos processus de recherche consacrés à la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, le Centre pour la gouvernance du secteur de sécurité a présenté les résultats de ses travaux. C'était ce lundi 12 septembre 2022 lors d'une table ronde à Cotonou. La présence des responsables de la division paix et droits de l'homme du département fédéral des affaires étrangères de Suisse et des autres gradés de l'armée. Compte rendu. Une autre approche que celle militaire est-elle envisageable pour faire face à l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest? Des experts responsables de l'armée se sont penchés sur la question. L'étude s'inscrit dans une dynamique de dialogue au plan régional en faveur de la prévention et de la violence. Ce travail que vous avez sous les yeux et qui est impressionnant n'aurait pas pu aboutir sans également la collaboration étroite d'une dizaine d'experts de la région, qu'ils reçoivent ici nos chaleureux remerciements pour cette excellente
et riche collaboration. Ces réformes du secteur de la sécurité, inédites dans notre pays, par les composantes touchées, les ressources engagées, mais aussi et surtout la vision et la volonté politique forte qui l'ont porté, a pour objectif de doter notre pays d'un outil de défense et de sécurité fiable, intègre, bien gouverné et efficace pour protéger notre développement et garantir à nos populations la paix et la sécurité nécessaires pour favoriser la création de richesses. Ce qui est constant dans cette vaste réforme est que toutes les composantes impactées ont vu leur fonctionnement modernisé, leurs attributions et missions enrichies et adaptées aux menaces nouvelles et émergentes telles que l'extrémisme violent et le terrorisme. Le rapport d'étude met à l'honneur le dialogue et la prévention comme réponse à l'extrémisme violent en incluant les civils dans la construction des modèles de société inclusive et en améliorant la compréhension des rôles et des obligations de chacun. La satisfaction de tous, non seulement par la qualité des participants, mais aussi par la diversité et surtout la pointure de leurs interventions. Mobilisons-nous donc autour de nos forces de défense et de sécurité, politiques, chercheurs, organisations de la société civile, institutions nationales régaliennes, médias, pour offrir toutes les opportunités. Aux réactions purement sécuritaires qui restent partout une éminente priorité dans la politique des États, se sont peu à peu ajoutées à des approches plus globales. Des heures d'échange qui ont permis aux participants d'être mieux éclairés pour agir autrement. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de mieux comprendre les potentialités des forces de défense et de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. Ce rapport met à l'honneur le dialogue et la prévention comme réponse à l'extrémisme violent, en incluant les civils dans la construction de modèles de société inclusive. La compréhension des rôles et des obligations de chacun s'en retrouve améliorée. La question de la sécurité pour tous, c'est-à-dire que nous avons l'extrémisme violent qui est en train de s'installer de plus en plus. Nos pays côtiers sont menacés et il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes, comme on le dit, pour que le dialogue puisse s'installer entre les différents acteurs, tous ceux qui doivent concourir vraiment à cette lutte-là, qui doit être une lutte commune. Les forces de défense et de sécurité, certes, mènent des actions salutaires, c'est le dernier rempart qu'on le dit, mais il faudrait que les actions de la sécurité, le tout sécuritaire, ne soient pas seulement la réponse à ce phénomène-là qui est quand même endogène et exogène. Les travaux de l'étude ont permis de faire émerger une prise de conscience par le fait que les forces de défense et de sécurité sont en contact direct avec la population. Également, ils incarnent une proximité positive de l'État et un esprit de dialogue et de gouvernance pour assurer la sécurité et faciliter la coproduction de cette dernière par l'intégration de la population. Notons que les hauts gradés de l'armée ainsi que les civils ont pris part à cette séance. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a organisé au profit des professionnels des médias et d'autres acteurs un séminaire sur la loi organique. Objectif, permettre à ces hommes et femmes de mieux cerner les dispositions contenues dans la nouvelle loi organique de l'institution votée par les députés en juin 2022. Suivez. Dans le but de favoriser un accès plus équitable à la presse et aux médias des services publics au Bénin, professionnels de médias, partis politiques et sociétés civiles s'approprient la loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Après plus de 20 ans d'utilisation de la décision numéro 98-50/AC du 17 juin 2018 portant modification de la décision numéro 95-62/AC du 3 novembre 1995 relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques,
des associations et des citoyens aux médias du service public, suite au contexte et aux paysages sociopolitiques qui ont beaucoup changé, il était nécessaire de revisiter ou de réviser cette décision. C'est ainsi que l'AAC a pris la décision numéro 2110, acte du 24 février 2021 portant organisation de l'accès équitable aux médias du service public. Les communications vont également porter sur plusieurs décisions de l'institution. 2 décisions portant réglementation. Une de la publicité sur l'éducation et une autre de la publicité sur la médecine traditionnelle. Lorsqu'on parle d'équité, on ne parle pas d'égalité. Donc, il va falloir que nous puissions échanger pour nous comprendre. Et pour l'accès équitable, c'est une décision dont, si vous permettez le terme, la branche armée, c'est l'OETD et la nation. Donc, il va falloir que nous puissions échanger avec les partis politiques pour qu'ils puissent comprendre le contenu de cette décision. Démarrée le 13 septembre, cette séance qui se tient à Abomey va prendre fin le 17 septembre 2022. Hors de nos frontières, afin d'accélérer la mise en place de la zone émergence industrielle dans les 4 régions de Madagascar, le projet d'appui à l'industrialisation et secteur financier a été mis en œuvre pour une durée de 3 ans à travers le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Un projet financé par la Banque africaine de développement et qui vise également à réaliser le Vélirano du président de la République. Il a été lancé officiellement ce jour. Reportage. 16,6 millions de dollars, c'est le montant du financement de la Banque africaine de développement ou BAD pour la mise en œuvre du projet PAISF ou projet d'appui à l'industrialisation et au secteur financier. La participation de l'État malgache s'élèvera à 836 000 dollars. La signature de convention pour ce projet qui durera 3 ans a été effectuée au début de l'année 2020 et sa mise en œuvre débute cette année à travers la mise en place de zones émergence industrielle à Muramang, Tolaniar, Antirabé et Mahadzang. Aujourd'hui, l'industrie ne contribue aujourd'hui qu'à hauteur de 15% de notre PIB. L'objectif est de passer cette contribution à 25% d'ici 2028, soit une augmentation de 10%, ce qui représente 1,5 milliard de dollars de richesse à créer. 1,5 milliard de dollars de richesse à créer. Dans cette marche, les filières prioritaires suivantes ont été agréées avec le secteur privé à l'occasion de 2 dialogues public-privé intenses consacrés à l'industrialisation. L'agrobusiness, ceci inclut la transformation des produits agricoles, à commencer par les produits de première nécessité, des produits d'élevage et des produits de la mer. Il faut savoir que notre pays actuellement importe encore aujourd'hui 600 millions de produits alimentaires par an. 600 millions de dollars. Deuxième industrie, c'est l'industrie textile. Après, les industries de transformation minière, telles que la fabrication du ciment, les huiles essentielles et les énergies renouvelables, biogaz et éthanol. Les besoins sont donc identifiés et la stratégie pour y parvenir est très claire. Attirer les investissements nationaux et les investissements directs étrangers dans ces filières prioritaires. Pour y parvenir, nous visons 2 principaux moyens. D'une part, poursuivre les réformes
pour l'amélioration du climat des affaires et d'autre part, mettre en place les projets industriels, ces zones d'émergence industrielle, dans le cadre du plan Émergence Madagascar pour accueillir les investissements. Dans le cadre de la réalisation du projet, le secteur financier a été mis en évidence, notamment la facilitation de l'accès aux petites et moyennes entreprises pour un meilleur fonctionnement du secteur industriel, mais aussi l'importance d'un système de formation adapté aux besoins du marché. Le lancement officiel du projet PAISF s'est tenu aujourd'hui à Anossi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous pour vous.